découvrir le trading. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous refais un point de marché pour revenir sur ce qui s'est passé cette semaine qui a été relativement sportive pour les crypto-monnaies, avec une chute de Bitcoin de plus de 15% et un carnage sur certaines altcoins. Je vous remets sous les yeux là où on en était lundi dernier quand j'ai fait mon analyse, et je vous mets en avant le scénario principal dont j'avais parlé. On est ici sur la charte en 4 heures, et comme je disais lundi, on était dans une zone où potentiellement on pouvait avoir une distribution, car on avait récupéré toute la chute qui était ici. Et j'avais dit, ici ça pourrait être la première tape d'une distribution, avec un retracement, et après le prix soit s'effondrait, soit montait pour essayer de faire une deuxième tape et confirmer cette distribution. Comme je disais lundi également, on a deux order blocks, un order block daily et un order block 4 heures. La première tape est un inducement sur ces order blocks là, donc il y avait de fortes chances qu'une deuxième tape vienne chercher les order blocks avant que le prix s'effondre. Je passe en 1 heure et du coup on va voir ce qui s'est passé. Donc le prix a continué sa descente, il est remonté, là on voit qu'il a SFP la première tape, donc c'est une deuxième tape, je vous explique juste après. Ensuite le trend casse à la baisse et le prix descend et finit par s'effondrer. Donc si je reviens à mon analyse, ce scénario-là était pas super loin de la réalité, à ce qu'on peut voir. Si vous voulez, vous pouvez retourner voir ma vidéo de lundi pour voir plus en détail comment je l'expliquais à l'époque. Mais en gros, je reviens donc sur ce qui s'est passé. On a eu cette première tape qui était déjà présente lundi, retracement, et ici on a eu un SFP. Alors quelqu'un me demandait qu'est-ce que c'est un SFP, parce que c'est vrai que j'en parle et je ferai une vidéo détaillée sur le sujet, mais comme vous savez, mes points de marché sont un peu en avance sur le programme pour vous familiariser avec ma façon de faire, et pour les traders déjà un peu plus expérimentés, leur donner des pistes pour potentiellement avoir ma vision sur les mouvements du Bitcoin. Je cache ça pour l'instant. En fait, un SFP, c'est assez facile à expliquer. Ça vient de l'anglais Swing Failure Pattern. Le principe d'un SFP, c'est que vous avez par exemple un trend haussier. Le prix monte en créant des sommets et des creux. L'objectif de chaque creux va être de créer une impulsion haussière pour dépasser le sommet précédent. Lorsque l'impulsion arrive à dépasser le sommet, ce creux, on dit qu'il devient protégé. Ça veut dire qu'il est fort et que normalement, le prix ne peut pas redescendre sous ce creux-là. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les traders mettent leur stop loss sous ces fameux creux, parce que le creux est censé être protégé. Le prix continue de monter, à nouveau un retracement, on crée un creux, le prix remonte, et donc il va devoir casser le niveau suivant. Ce creux-là devient donc aussi protégé, etc. Je vous parle de creux protégé, on va dire que ce creux est fort. Comme on est dans un trend haussier, les sommets, eux, on va dire qu'ils sont faibles. L'idée, c'est que l'action du prix, normalement, ne doit jamais casser un sommet ou un creux fort, et à l'inverse, elle doit casser un sommet ou un creux faible pour que le trend se poursuive. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ici, on a un retracement. Et si on regarde à gauche, le retracement a essayé de casser ce creux, qui est pourtant un creux fort, puisqu'il a créé une impulsion qui a réussi à dépasser le sommet précédent. Et ce qu'on voit ici, c'est que justement, il y a eu un SFP. C'est-à-dire que le prix est passé sous ce creux, mais qu'il est remonté et que la bougie a fermé à l'intérieur. Dans ce cas, ce sommet qui était déjà faible devient très faible, car il y a deux raisons de le casser. La première, c'est qu'on est dans un trend haussier, et la deuxième, c'est qu'il y a eu un SFP. Et donc en fait, si on tourne cette idée en stratégie, ici en fait il y avait déjà un long à prendre, en couvrant la mèche parce que le prix n'est pas censé redescendre plus bas, et en visant le dernier sommet qui est ici, qui lui est censé être pris. On est dans un trend haussier, on voit que à chaque fois que le sommet est dépassé, le prix part beaucoup plus loin, donc pourquoi je mets ma target juste ici? C'est parce que dans ma méthode et ma façon de trader, j'ai une certitude relative que ce sommet-là va être atteint, donc je peux mettre mon take profit ici sans trop de problème. Par contre, je n'ai absolument aucune idée d'où va aller le prix ensuite, et donc ce serait dangereux de mettre le take profit plus haut, parce que c'est difficile de savoir jusqu'où le prix va monter, et potentiellement, à chaque swing, on peut arriver sur le dernier swing avant un retournement. Donc ma target principale sera toujours le dernier swing. Alors je dis principal parce qu'on peut très bien dire qu'on prend 80% ici, par exemple, et qu'on laisse 20% courir si on a un runner. Alors ici, c'est pas du tout le but parce qu'on a déjà une très très grosse extension, donc il y a de moins en moins de chances que le prix continue de monter, on arrive dans une zone de résistance, donc la logique c'est vraiment de tout couper ici. Donc ce premier trade là, avec ma strat, il était assez évident, en plus il avait un ratio quasiment de 7:1, donc c'est pas mal. Je vais pas vous mentir, je l'ai raté parce que justement j'étais en train de faire du montage sur mes vidéos YouTube, et on peut pas être partout à la fois malheureusement.
Je vire ce trade là et je vous montre le deuxième SFP qui s'est produit un peu plus tard dans la journée. Donc c'était un SFP de ce niveau. Donc on se souvient que ce niveau est un niveau faible voire très faible. Normalement, pour une poursuite du trend haussier, la bougie aurait dû passer à travers et fermer à travers. Mais là ce qui s'est passé, c'est que le prix est passé au-delà de ce niveau-là, a pris les liquidités et est redescendu et la bougie a fermé en dessous. Si on se souvient de ce que j'ai expliqué juste avant, maintenant, c'est ce point-là qui devient faible, puisqu'il y a eu un SFP, donc il n'est plus protégé. La target de ce SFP en 1 heure, c'est ce niveau-là. Et là, je viens de dire quelque chose de très important, c'est en 1 heure. Quand vous avez un SFP sur une unité de temps, quelle qu'elle soit, que ce soit 1 minute, 1 heure, 4 heures, une journée, on s'en fout. La target du SFP, ça va être le point qui a fail son job. C'est-à-dire, ce point-là, son job, c'était de casser ce niveau. Il n'a pas réussi, c'est donc la target de ce SFP. Par contre, maintenant, si je repasse en 4 heures, alors je vais effacer mes dessins pour qu'on voit mieux. Je remets mon indicateur de marquage structure. On voit qu'en 4 heures, il n'y a pas de structure principale jusqu'à ce low qui est ici. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en 1 heure, la target de mon SFP, c'était ce point-là, mais que mon SFP 4 heures, qui existe lui aussi, sa target, c'est tout en bas. Si je repasse en 1 heure, la façon dont j'aurais pris le trade, du coup, à la clôture de cette bougie, j'entre dans le trade et je mets mon stop loss juste au-dessus. Alors on peut entrer dans un autre débat à savoir à quel endroit mettre le stop loss. Est-ce qu'on le met juste au-dessus, est-ce qu'on le met là, est-ce qu'on le met plus haut? Ça dépend du contexte. Et l'idée principale quand vous placez votre stop loss, c'est pas de vous dire est-ce que je pense que le prix va aller ici ou là, c'est de vous dire à partir de quel moment mon trade n'a plus aucun sens si un niveau est dépassé. Dans ce cas-là, mon trade n'a plus aucun sens si ce haut est pris, parce qu'après, vu toutes les résistances qu'il y a derrière et la taille de ces résistances, j'ai aucune idée d'où va être mon niveau. Alors je pourrais me dire, je mets mon stop loss ici, mais il serait vraiment très grand et très loin, et ça défoncerait le ratio. Donc dans ce cas-là, ce que je préfère faire personnellement, c'est mettre un stop loss très serré sur le dernier haut. Comme je vous parlais dans ma vidéo de lundi, on avait 2 options si c'était une distribution, c'est de faire l'option qu'on a eue, et il y avait une autre option qui était de faire ça, et après de faire un encore plus haut avant de descendre. Si jamais on était parti sur ce scénario, je me serais fait stopper, j'aurais perdu 1%, et par contre je serais re-rentré sur la cassure après le 3e swing. Et ça, quand je trade une distribution ou une accumulation, c'est ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire prendre un stop plutôt serré sur la 2e tape, quitte à me faire sortir, et re-rentrer sur la 3e tape. Parce que souvent sur une distribution comme ça, après la 3e tape, ça part vers le bas, et même si on perd 1% sur la 2e tape, on le récupère largement sur la 3e tape. Et aussi, mais ça je vous l'expliquerai beaucoup plus tard, la plupart des distributions ou des accumulations, la tape la plus haute ou la plus basse, c'est la 2e et c'est pas la 3e. Donc personnellement, je préfère prendre un trade sur la 2e, quitte à me faire sortir, et reprendre un trade sur la 3e si c'est le cas. Maintenant, où est-ce que je mets mon take profit? Ici, je suis en train de prendre un SFP en 1 heure, donc mon take profit, en toute logique, il doit être au niveau du dernier creux 1 heure qui est ici. Puisque c'est ça la target de ce SFP. On a un ratio à peu près de 5, donc c'est pas trop mal. Maintenant, par contre, très important. Je passe en 4 heures à nouveau, et on se rend compte pendant que ce mouvement se déroule, qu'on a un SFP 4 heures. Du coup, en fait, la target, elle change, et maintenant c'est celle-ci. Et là, on a un ratio de 22. Pour autant, je peux pas m'amuser à changer ma target en plein milieu de mon trade, donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est qu'en fait, je vais mettre plusieurs targets. Et dans la plupart de mes trades, globalement, je mets toujours plusieurs targets. Ça permet du coup d'augmenter son win rate assez violemment, parce que quand le premier TP est atteint, on met son stop loss à break-even, et en plus on vient de prendre des profits sur son premier TP. Donc si je reprends mon idée, ici on a un premier TP qui correspond à mon swing en 1 heure. Ensuite, quelque chose que je fais quasiment systématiquement dans ces cas-là, c'est que je trace mon range, et je prends un TP également un peu avant 50% de mon range. J'en parlais aussi dans ma vidéo de lundi, et d'ailleurs je disais que si ce trade se déclenchait, c'était une bonne idée de prendre des profits à 50% parce que le prix aurait pu rebondir sur les 50% pour repartir à la hausse. Et enfin, mon 3e TP, c'est donc la vraie target de ce SFP, c'est le dernier point bas du swing qui est ici. Au niveau de la répartition des TP, ce que je ferais, c'est je prends 25% sur ce TP1, je prends 25% sur ce TP2, et je prends les 50% qui restent sur ce TP3. Si je calcule rapidement donc combien ce trade aurait rapporté,
on a un ratio de 22, mais avec seulement 50%. Donc ça aurait fait un ratio de 11. Ici, on a 25% d'un ratio de 9, donc ça rajouterait 3. Et ici, on a 25% d'un ratio de 5, donc ça rajouterait 1,5. Donc on est à 11 plus 3 plus 1, ça fait environ 15% de gain sur le compte, c'est pas dégueu. Alors pareil, je suis pas là pour vous mentir, ce trade là malheureusement je l'ai pas pris non plus. Pourquoi? Parce qu'il fallait entrer à 21h et qu'à 21h j'avais autre chose à faire, et ça c'est un autre problème du trading, c'est de gérer vos heures de trading. Ceci dit, ça remet pas en question la validité du setup, et donc je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu ma façon de réfléchir et comment je l'aurais joué si j'avais été devant l'écran pour pouvoir le prendre. Une dernière petite parenthèse rapide sur les setups, vous voyez ici que le prix a rebondi dans cet order block que j'avais tracé lundi depuis ici, et c'était aussi un setup dont j'avais parlé qui était un scalp long. Par contre je vous avais dit que je sentais pas trop ce setup. Il a quand même fonctionné, mais c'est vraiment comme j'ai dit lundi, c'était un scalp, donc fallait le prendre au vol et le surveiller en permanence pour fermer la position dès que le prix se retourne, parce que si j'appuie sur play, on va voir le prix s'est bien retourné. Donc si vous avez pris ce trade en mode scalp en le suivant, normalement c'était un win. Par contre, si vous avez été trop gourmand, ça se transforme en lose. Alors maintenant, on passe à l'analyse pour savoir un peu qu'est-ce qui risque de se passer dans les jours à venir et voir si on peut avoir des opportunités de trade intéressantes. Je suis repassé en une semaine parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à tout de suite visualiser. C'est ce bloc ici. En fait, c'est un order block que je vais mettre en avant ici, voilà. C'est un order block weekly. Donc un order block weekly, il y a 99,99% de chances que le prix rebondisse dedans et ne passe pas à travers d'un coup. Ça veut pas dire que le prix ne passera jamais à travers, mais ça veut dire que ça c'est un des supports les plus gros qui puissent exister. Je le trace pour l'instant histoire de l'avoir bien en tête, mais je l'enlèverai peut-être si je vois qu'il gêne quand on zoome dans la charte. Mais voilà, pour l'instant on sait qu'il y a un order block weekly. Et d'ailleurs, si on regarde ce qu'a fait le prix, un inducement juste avant l'order block. Si ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu il y a quelques minutes dans la vidéo, un inducement juste avant un order block, c'est potentiellement la première tape, cette fois-ci d'une accumulation, donc potentiellement pour repartir à la hausse. Je zoome en daily pour voir s'il y a d'autres choses intéressantes, et oui, on peut voir que ici, cet order block, en fait, c'est un range qui s'est déroulé sur une dizaine de jours. Ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, c'est sortir ce qu'on appelle un volume profile à gamme fixe. L'idée, c'est que je vais tracer ce volume profile sur ce range, et le volume profile va m'indiquer plusieurs choses. Alors je vous explique en 3 secondes pour pas que la vidéo soit trop longue, mais un volume profile en fait, ça va afficher le volume de transaction en fonction du prix. Ok, alors je l'ai mis en gris un peu plus clair pour que vous puissiez mieux le voir. Après moi personnellement je le cache parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais si je cache la courbe, on voit en fait le volume en fonction du prix. Donc plus ça monte vers la droite et plus il y a eu de volume tradé à ce prix-là. L'intérêt de ce volume profile, c'est qu'il va mettre des zones en avant. Par exemple, cette ligne jaune, ce qu'on appelle le point de contrôle, c'est le prix où il y a eu le plus de volume de trading et c'est un niveau qui va faire office de support et de résistance assez fréquemment. Les deux lignes violettes en haut et en bas sont ce qu'on appelle la VAH et la VAL pour Value Area High et Low. Encore une fois, je vous détaille pas plus, je ferai une vidéo sur le sujet, mais donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces valeurs-là sont très importantes. Je masque à nouveau le profil et donc on garde juste ces 3 niveaux. Je raffiche la courbe et donc ce que je vais faire, c'est ce niveau jaune qui est le point de contrôle, je vais le mettre en avant parce qu'il va potentiellement être très important pour la suite. Je pourrais aussi le faire avec les 2 autres niveaux, mais j'ai pas envie de surcharger la charte, donc on va rester là-dessus pour l'instant, et je reset. Voilà. Une autre chose aussi très importante à mettre en avant, c'est où se trouve notre retournement daily. Je mets mon indicateur de market structure qui va nous en dire un peu plus, et d'ailleurs qui me montre quelque chose d'autre de très important. Je vais virer l'order block weekly, vous allez comprendre pourquoi. En fait, ici, l'indicateur de market structure affiche cette zone en gris. Et cette zone-là, c'est la zone de mitigation du mouvement haussier qu'on a eu en février-mars. Et en fait, c'est super important de comprendre ça parce que pour qu'un trend soit sain, il faut que toutes ces zones de mitigation soient taguées. Donc en fait, quand on a eu cette hausse spectaculaire fin février, on a créé une impulsion dans le trend qui n'est pas saine. Et d'ailleurs, on s'en rend bien compte parce que globalement, depuis cette impulsion, le prix ne fait que chuter. Et c'est logique parce que l'objectif du prix, enfin en daily en tout cas, c'est de retourner dans cette zone pour pouvoir faire sa mitigation et après enfin remonter pour poursuivre le trend. Donc finalement la baisse qu'on a eue ces derniers jours, elle est relativement logique, elle est relativement saine pour le marché si on veut continuer à avoir un marché haussier. Un autre niveau très important qui a été mis en avant par l'indicateur, c'est ce niveau de reversal.
Celui-là, je le mets sur ma charte parce qu'il est super important. C'est en fait le niveau qu'il ne faut surtout pas dépasser en daily. Si on a une bougie daily qui ferme sous ce niveau-là, ça veut dire que le trend passe baissier en daily, et si c'est le cas, il va falloir s'attendre à une correction beaucoup plus profonde, à une baisse beaucoup plus importante. Alors quand je dis baisse, bien entendu, ça va pas forcément être d'un coup, mais si on ferme comme ça, on peut avoir un retracement par exemple dans cette zone-là pour après redescendre encore plus bas. Donc ce niveau des 50 430 est primordial et il faut surtout pas le casser. Si par contre on fait un SFP, donc une mèche de bougie, mais que la bougie clôture au-dessus, comme dans mon exemple de tout à l'heure, ça veut dire que le dernier haut devient faible. Et comme on est dans un trend haussier, ce dernier haut qui est ici est déjà faible. Donc ça veut dire qu'il devient très faible. Concrètement, ça veut dire que si on a un SFP, il y a de très fortes chances pour que le prix remonte, récupère toute la liquidité et fasse un nouvel ATH. Si je dis ça autrement, si je vois qu'on fait un SFP daily de ce niveau-là, je vais raffiner mon entrée, mais je prends un swing long pour viser l'ATH. Si je reste en daily, j'ai aussi un autre order block très important à garder en mémoire, c'est celui-ci. C'est l'order block qui a créé l'impulsion pour casser cette structure. L'indicateur, lui par défaut, ne m'indique que la structure principale, et là par contre on parle de structure interne, mais c'est quand même intéressant. Alors je peux feinter pour afficher la structure interne en lui faisant calculer moins de bougies. Voilà, et là donc on peut voir que depuis ici on est dans un trend interne daily baissier, et que cet order block là c'est celui qui a créé la cassure ici. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, et tant qu'on ne casse pas ce niveau en interne, on est quand même dans un trend baissier en daily en interne. Ça veut dire que donc la logique du mouvement du prix, ça va être de faire un retracement pour après redescendre plus bas. La question c'est où va aller ce retracement. Vu la chute qu'on a eue, potentiellement, ça pourrait revenir dans l'order block daily pour justement aller plus bas. Ça me paraît quand même loin, mais c'est un scénario envisageable. Je me rapproche un peu en 4 heures pour voir. Alors en 4 heures, on peut voir deux choses intéressantes. Premièrement, cet order block qui, comme pour l'order block daily juste avant, lui c'est l'order block qui a créé ce mouvement baissier pour casser ce niveau-là. Donc ça va aussi être une zone de résistance dans laquelle le prix pourrait rebondir pour faire un plus bas. Et on a sinon ce niveau qui est le niveau reversal, qui si lui est cassé avec une bougie qui ferme au-dessus, encore une fois, pas un SFP mais une bougie qui ferme, dans ce cas-là on passe à nouveau bullish sur 4 heures. En bas on a notre niveau de continuation qui fait la continuation du trend baissier sur la plupart des timeframes. Une autre chose intéressante qu'on peut voir aussi en 4 heures, c'est que là le prix a déjà méché 2 fois dans la zone de mitigation, donc on peut considérer cette zone comme mitigée et le prix peut dès maintenant descendre jusqu'en bas. Il n'est pas obligé d'aller dans l'order block ici et ça peut descendre. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là c'est le week-end, et donc qui dit week-end dit sans doute un prix qui va pas faire grand chose, qui va ranger avec peu de volatilité jusqu'à ce qu'il nous fasse une accélération de malade comme ça arrive régulièrement. Je regarde si en 1 heure il y a quelque chose d'intéressant. Pas grand chose, il y avait un order block ici qui a déjà été tagué et en plus c'était pas un order block très intéressant parce qu'il n'a pas créé d'impulsion. On voit quand même qu'il fonctionne, il est tagué, le prix repart, mais c'est pas le genre d'order block que j'utiliserais pour ouvrir un trade personnellement. Si je descends un peu plus, non on voit qu'il y a plus grand chose, quelques order blocks qui traînent mais rien d'intéressant, et là on est sur notre range pourri du week-end, donc plus grand chose à dire d'autre. Je dézoome un peu et donc on va faire un récap pour voir les idées de trade qu'on pourrait avoir dans les jours à venir. L'idée la plus proche que je vois pour l'instant, c'est un short suite à un rebond dans cet order block qui viserait du coup le plus bas ici. À l'arrache, si je prends le stop loss au milieu de l'order block, on a un ratio de 9, ce qui est pas mal. Comme toujours, mon idée c'est de raffiner en regardant comment le prix atteint cette zone là et de voir au moment où le trade se déclenche si sur la route j'ai des supports qui auront été créés. Si j'ai des supports, je prends un premier TP sur le support le plus évident, je mets mon stop à break-even et je laisse courir le reste. Si par contre j'ai pas de support évident, je peux prendre 100% de mes profits tout en bas, mais dans ce cas-là c'est un trade que je vais suivre de plus près, et je prendrai des profits et je mettrai mon stop à break-even si je vois que le marché commence à être un peu indécis. Une autre idée de short aussi qui est pas mal, ce serait de shorter un SFP de ce niveau de 4 heures, parce que dans ce cas-là, ça veut dire pareil, que le niveau en bas devient très faible, puisqu'il est déjà faible comme on est dans un trend descendant, et en plus un SFP du dernier sommet, ça devient très faible, donc il y a de très fortes chances que ce niveau soit pris. Et ce qui augmente les probabilités de SFP, c'est qu'ici, on a aussi un order block 4 heures. Donc ce qui pourrait se passer, c'est que le prix monte jusqu'ici, fasse un SFP pour aller toucher cet order block de 4 heures, et repasse sous le niveau.
Alors encore une fois, il faudra raffiner si ça se produit parce que là j'ai juste un ratio de 5. Alors 5 c'est déjà très bien, mais je pense qu'il y a moyen d'optimiser ça. Par contre, très important, il faut bien sûr un SFP et si j'ai une bougie qui ferme au-dessus de ce niveau-là, même si j'ai un rejet de cet order block, j'ouvre pas mon short, tout simplement parce que ce serait logique d'avoir un rejet de l'order block, mais pour autant, si on a un rejet, ça peut juste être pour faire un moins bas. C'est-à-dire ici, on fait ça, ça, et après on part. Donc SFP, je short, bougie qui ferme au-dessus, je shorte pas. Au niveau long, on arrive dans une zone vraiment très intéressante et je pense que c'est la zone à surveiller pour pouvoir ouvrir un long potentiellement en swing qui va viser la TH. C'est la zone de la dernière chance avant que le prix vraiment s'effondre. Alors vous allez me dire, on a déjà perdu 15% en une semaine, c'est déjà pas mal, mais ça peut vraiment partir beaucoup plus bas si cette zone la pète. Donc déjà, si je prends un long, ça veut dire que mon stop loss sera assez serré parce qu'il n'y a aucune raison que le prix descende plus bas et que s'il descend plus bas, c'est pas pour s'arrêter. Donc ça sert à rien d'avoir un stop loss lointain, il vaut mieux prendre un stop loss serré dans ce cas-là, quitte à se faire sortir. Et comme je le disais en début de vidéo, si je me fais sortir sur une deuxième tape parce qu'en fait on est sur un modèle en 3 tapes baissières pour que le prix remonte après, c'est pas grave, je me fais sortir et je rentre sur la troisième tape. L'emplacement exact du long, il y en a plusieurs, ça va être encore une fois un SFP de ce niveau-là pour faire ma deuxième tape pour après avoir mon trade à la hausse. Ça peut aussi être plus bas, par exemple aux alentours du point de contrôle. Si je vois vraiment que ça continue de descendre, je vais commencer à m'inquiéter un peu, et dans ce cas-là, je serai plus prudent pour ouvrir mon trade, et donc je vais pas forcément ouvrir un trade sur la première cassure comme ça, mais je vais plutôt ouvrir un trade sur la reconfirmation. En fait, il y a deux façons d'ouvrir un trade, et d'ailleurs on peut utiliser les deux, c'est-à-dire que au lieu d'ouvrir votre trade avec 1% de stop loss, vous ouvrez deux trades avec un demi%. Par exemple, si ça c'est mon bas, quand j'ai ma cassure ici, j'ouvre un demi-trade, et une fois que je vois que le prix a retracé dans une zone de supply, j'ouvre un deuxième trade avec mon deuxième demi%, ce qui me fait une position totale d'1%, avec ma moyenne d'entrée entre les deux, et après je suis bien dans le train pour remonter tout en haut. L'intérêt de faire ça, c'est que si je m'étais planté et qu'en fait c'est une accumulation en 3 tapes baissières, et ben je me fais sortir que sur un demi%, et donc finalement je perds 2 fois moins. L'inconvénient de faire ça, c'est par contre, si après la deuxième tape ça part en fusée direct comme ça et que mon retracement est pourri, bah potentiellement j'ai qu'un demi-trade ouvert, ou alors si je rentre ma deuxième moitié ici, c'est peut-être déjà beaucoup trop haut et plus très pertinent. Donc ça malheureusement c'est quelque chose qui vient avec l'expérience et c'est impossible à prévoir à l'avance parce que c'est à force de faire des dizaines, des centaines, des milliers de trades que vous allez voir l'action du prix se dérouler sous vos yeux et en fonction de ce qui se passe vous allez vous dire là je mets qu'un demi% ou là je pars direct à fond parce que j'ai plus confiance. Admettons qu'on parte sur ce scénario là, c'est-à-dire un SFP pour faire la deuxième tape de mon accumulation et après on remonte. Je mets arbitrairement mon stop loss un tout petit peu sous le point de contrôle parce que j'ai pas les infos pour l'instant, mais c'est juste pour avoir une idée. Dans ce cas-là, ce que je vais viser, comme je disais, c'est la TH. Par contre, je vais bien évidemment pas sortir tout mon trade sur la TH. Ce que je vais faire comme à chaque fois, c'est que je vais tracer mon range depuis le plus bas, donc pour l'instant c'est celui-là, mais ça bougera sans doute, jusqu'à mon plus haut, et je vais regarder ce qui se passe vers les 50%. Vers les 50%, on voit qu'on a mon fameux order block daily qui est très puissant puisque c'est celui qui a créé le mouvement actuel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon premier TP sous cet order block. Pourquoi en dessous? Parce que vu que c'est un order block très puissant, il y a des chances qu'en fait il soit même pas atteint et que le prix se retourne avant. Donc je préfère prévoir. Sur ce TP là, je ferme, je dirais à la louche, 25% de ma position parce qu'encore une fois, je parie quand même sur le fait que ce soit un swing qui remonte jusqu'en haut. Et c'est juste que comme toujours, je suis prudent, donc je préfère prendre un peu de profit, mettre mon stop à break-even, comme ça si jamais on rebondit dans cette zone là pour redescendre plus bas, bah au moins j'ai déjà un win. Qui pour l'instant est un ratio de 5,5, mais j'ai pas du tout raffiné mon entrée, donc ça pourrait monter beaucoup plus haut, et si on raffine un peu plus et qu'on passe sous une mèche qui serait courte, bah on passe à 18, donc c'est pas mal. Mais bon, ça sert à rien de rêver, restons réalistes. Mon deuxième TP évident, bah c'est la TH tout simplement, parce que si on a un SFP et surtout une accumulation dans cette zone de mitigation, c'est bien entendu pour aller faire un plus haut. Sur ce TP là, je prends quasiment tout le reste, je laisse courir entre 10 et 20% pour le fun, parce que vu que c'est la TH, après en fait on sait pas où ça peut aller et ça peut très bien partir très très haut, donc ce serait bête de tout couper, mais je préfère garder un trading réaliste avec des objectifs précis. Pour mon troisième TP, comme je viens de le dire, on sera en price discovery, donc en fait j'ai pas de troisième TP, je couperai mon trade à la main en fonction de ce que je vois et de ce que m'offre le marché et la structure de marché.
Voilà, c'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Cette vidéo va sans doute être assez longue, mais je trouve ça intéressant d'expliquer un peu plus en détail ma façon de trader et pas juste balancer des setups sans rien dire. Je le dis à chaque vidéo de point de marché, mais si vous êtes débutant, je pense que la plupart de mes explications ne vous ont pas trop parlé pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je reviendrai sur tous ces concepts un à un dans les vidéos que je posterai dans les semaines à venir. Le but, c'est que d'ici un mois ou deux, vous soyez capable de suivre complètement ces points de marché, de comprendre tout ce que je raconte, et que dans quelques mois de plus, vous soyez vous-même suffisamment à l'aise pour potentiellement pouvoir faire ces points de marché là vous-même. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo, ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.